Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'apprentissage de la culture française. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et l'héritage de Vercingétorix, le célèbre chef gaulois qui s'est levé contre l'Empire romain. Rejoignez-moi pour plonger dans l'histoire fascinante de ce personnage devenu une légende dans notre pays, et aussi pour découvrir son impact sur notre culture et sur notre identité. Allez, c'est parti! Vers 60 avant Jésus-Christ, la Gaule compte déjà environ 15 millions d'habitants. Les Gaulois, nos lointains ancêtres, vous pouvez voir d'ailleurs une petite vidéo à cet effet, étaient divisés en une centaine de tribus indépendantes. Les plus puissants étaient les Bituriges, les Carnutes, les Éduins et les Arvernes. Les Romains occupaient le sud de la Gaule et en avaient fait une province. Chaque tribu était dominée par des nobles appartenant à de riches familles. Les différentes tribus gauloises se faisaient d'ailleurs souvent la guerre. Pour anecdote, ils avaient souvent coutume d'enfermer leurs prisonniers dans des paniers d'osier et de les brûler vifs. Oui. À l'intérieur même des tribus gauloises pouvaient régner des divisions pour le pouvoir entre les différents nobles. Les druides pouvaient arbitrer leurs conflits, mais il n'était pas rare non plus de recourir à la force, et si la famille était riche, de s'entourer d'hommes fidèles, armés, qui pouvaient constituer une armée. Par exemple, Orgétorix, un noble de la tribu des Helvètes, se trouvait à la tête d'environ à peu près 10 000 Gaulois qui lui étaient fidèles. C'est César le premier qui évoque Vercingétorix, ou tout du moins son père, appelé Celtile ou Celtilos, qui était chef des Arvernes et qui était donc aussi, soi-disant, le principat de la Gaule, ou un des principats, peut-être un Vergobret, magistrat suprême du peuple arverne au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il avait organisé d'ailleurs un gouvernement aristocratique proche de la magistrature élective romaine. Celtilos fut toutefois malheureusement accusé de vouloir restaurer la royauté à son profit. Il fut renversé par une émeute, soi-disant, peut-être provoquée d'ailleurs par son propre frère Gobanitio, qui prit du coup, lui, le pouvoir. Le père de Vercingétorix, Celtilos, fut condamné à périr sur le bûcher vers 75 avant Jésus-Christ. On a peu de traces de l'enfance de Vercingétorix, mais on suppose qu'il a été initié dès son jeune âge aux coutumes, aux croyances et aux traditions de sa tribu. Il a probablement appris les compétences nécessaires à un futur chef gaulois, tels que l'équitation, la chasse, la guerre, mais aussi la diplomatie. Il a également dû développer une connaissance approfondie de la langue gauloise et une compréhension des structures sociales et politiques de son peuple. Comme nous l'avons dit, les seules traces de Vercingétorix nous viennent en effet des Romains, et notamment de son plus grand ennemi, Jules César. Ah, Jules César, qui à l'époque fait face à son ennemi et grand rival, Pompée, et qui se dispute le pouvoir à la tête de la République romaine. César est alors couvert de dettes, il lui faut la gloire militaire et l'argent, et les riches terres à blé et justement les divisions internes de la Gaule semblent être une proie facile pour lui et vont lui faciliter les choses. Le destin d'ailleurs va jouer en sa faveur. Vers 110 avant Jésus-Christ, les Gaulois vivaient alors dans la terreur des peuples dits germains venus de l'Europe de l'Est, et notamment l'invasion des Cimbres et des Teutons qui avaient marqué les Gaulois. En 60 avant Jésus-Christ, Arioviste, un chef germanique, menace les tribus gauloises, et le souvenir des invasions qui avaient eu lieu 50 ans auparavant va provoquer un vent de panique. En 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes, poussés par les Germains, décident de gagner l'ouest de la Gaule. Ces Germains menacent aussi les Séquanais, donc ces tribus gauloises proches de Besançon, mais aussi les puissants Éduins. Ces derniers, alors alliés de Rome, lancent un appel à César pour contrer les Helvètes qui les menacent, mais aussi les Germains. Les Éduins avaient à l'époque le titre de frères du peuple romain, car certains des leurs servaient déjà dans l'armée romaine, et notamment dans la cavalerie. Pendant l'été 58, donc moins 58 avant Jésus-Christ, César a donc un prétexte pour se rendre avec ses légions en Gaule et pour s'emparer des territoires. Il repousse les Helvètes et poursuit les Germains d'Arioviste jusqu'au Rhin. Profitant alors des rivalités entre tribus,
César s'attaque en -57 aux Belges, puis en -56 aux Vénètes, tribu gauloise proche de la ville de Vannes, qui ont retenu des prisonniers, notamment des ambassadeurs de Rome. Le combat se déroule aussi sur l'océan, et les Romains saisissent un à un tous les grands navires de leur ennemi. En -55 et -54, César continue et attaque la Bretagne. La Belgique se soulève à nouveau, et César met à son tour la région à feu et à sang. Mais revenons à Vercingétorix, et notamment, je vous ai évoqué tout ça pour bien comprendre le contexte. Les historiens se sont demandé si ce nom était un patronyme, littéralement grand chef des guerriers. Apparemment oui. On ne savait pas comment il s'appelait précisément avant. Selon l'auteur Dion Cassius, il était l'ami de César. Il faut y voir plutôt deux interprétations. Ou bien Vercingétorix avait été otage auprès de César entre -58 et -52, ou bien il aurait été proche de l'état-major de César. Bien sûr, là on ne le sait pas réellement. On le voit notamment pratiquer la pratique dite justement, sans faire de jeu de mots, de la terre brûlée pendant la guerre des Gaules, de même que monter des camps, alors que les Gaulois n'en avaient pas du tout l'habitude à l'époque. C'est donc la deuxième idée, un peu plus, qui est privilégiée parmi les historiens. César croit alors probablement que les Gaulois étaient divisés, naïfs et lâches, mais en réalité, au bout de 6 années en Gaule, César apparaît aux yeux des Gaulois comme un conquérant tyrannique et cupide. Les tribus gauloises commencent à se révolter, les chefs gaulois veulent mettre fin à cette incursion romaine. Dans l'hiver de l'année -52, Vercingétorix quitte l'armée romaine, âgé de 20 ans environ, enrôle une armée de mécontents et entre dans Gergovie, la capitale de sa propre tribu, les Arvernes. Il chasse son oncle Gobanitio, qui était plutôt favorable d'ailleurs aux Romains, et les partisans de Vercingétorix le proclament alors roi. Il envoie alors des ambassadeurs auprès des autres cités gauloises pour les inciter à se révolter contre Rome et contre César. Les Carnutes de leur côté savent qu'un sort malheureux attend chaque tribu. Ils proposent aux autres tribus de commencer les premiers la guerre contre les Romains et eux aussi exhortent les Gaulois à ne pas abandonner la lutte. Ils massacrent en représailles des marchands romains à Genabum, l'actuel Orléans. Vercingétorix et les autres tribus se joignent aux Carnutes. La guerre des Gaules et la révolte des Gaulois vient de commencer. La volonté de Vercingétorix, c'est de s'opposer à César et de refaire ce qu'avait fait Brennus, vainqueur des Romains légendaires. Il veut être le rassembleur des Gaulois. On peut penser ainsi que Vercingétorix avait une grande ambition. Mais on ne le sait pas plus car on ne le connaît qu'avec les sources gréco-latines. C'est en tout cas un personnage qui a réellement existé. Revenons à César, qui est dans sa province cisalpine à Ravenne et qui entend parler de la révolte qui gronde. Il apprend qu'un soulèvement important est en cours entre la Loire et la Seine. Les 4 légions qu'il avait laissées sous la direction de Labienus en Gaule sont attaquées par Vercingétorix dont le but est de faire monter César en Gaule. Le général romain franchit en plein hiver les montagnes des Cévennes couvertes de neige, il se montre du côté des Arvernes. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est le moment que Vercingétorix va utiliser pour pratiquer la tactique de la guérilla et de la terre brûlée. Il ne veut pas de bataille rangée. On attaque et harcèle l'adversaire romain par de courtes attaques en repartant en embuscade et on détruit les vivres sur place afin que l'ennemi ne puisse pas se ravitailler. César arrive à Bourges, à Avaricum. Vercingétorix le harcèle toujours, mais les Bituriges, qui est le peuple gaulois qui vit à Avaricum, considéré d'ailleurs comme la plus belle ville de la Gaule à l'époque, refusent de quitter la ville et de la brûler et préfèrent rester à l'abri des Romains. Les Biturges ne vont pas écouter Vercingétorix et décident de rester dans la ville, à peu près 40 000 personnes. Ils subissent le siège de César. Malheureusement, Avaricum est prise par les Romains après 27 jours de siège et en représailles, César massacra
toute la population. César veut attaquer Vercingétorix le plus vite possible. Il veut porter la guerre en pays Arverne et prendre la capitale des rebelles, Gergovie, afin d'étouffer bien sûr la révolte. Cette ville de Gergovie était construite sur une montagne difficile à escalader, ce qu'on appelle un oppidum. Tous les jours, la cavalerie gauloise attaquait les détachements de l'armée romaine, chargés d'assurer le ravitaillement en vivres. Après plusieurs essais, César se rend à l'évidence, il ne peut pas gagner. Refusant sa défaite, il dispose ses légions en ordre de bataille face à Vercingétorix qui ne bougea pas du tout de Gergovie. César sonna la retraite. Victorieux, Vercingétorix rallie les indécis et notamment les Éduins à sa cause. Rappelons que les Éduins avaient fait le siège de Gergovie aux côtés de César, si. Lors de l'entrevue de Bibracte, de tous les chefs gaulois et des tribus gauloises, Vercingétorix est élu chef de la révolte, mais avec la réserve des Éduins, qui se rallient cependant à la révolte et délaissent momentanément César. On le verra plus tard, mais peut-être même les Éduins ont provoqué la défaite de Vercingétorix face à César. Peut-être y avait-il un accord secret entre cette tribu et avec le général romain. Vercingétorix en tout cas décide de poursuivre César après sa défaite, car il a peur que le général romain revienne à Gergovie avec de nouvelles troupes. Il l'attaque donc avec la cavalerie gauloise pour priver les forces romaines de leurs bagages et de leur ravitaillement. La colonne romaine est surprise. Seulement la cavalerie gauloise ne va pas suivre les directives de Vercingétorix, et par zèle, celle-ci va pousser un peu trop loin la charge, ce qui va entraîner malheureusement la défaite de Vercingétorix. Après avoir perdu de nombreux cavaliers gaulois en poursuivant César, Vercingétorix n'a pas d'autre choix que de se rendre à Alésia, qu'il avait fait préparer pour tenir un siège contre le général romain. En parallèle, il envoie des cavaliers dans toute la Gaule afin de rassembler une grande armée gauloise, tout ceci afin d'écraser César. Il demande à tous les Gaulois de se réunir. Les chefs éduins vont d'ailleurs s'occuper de rassembler cette armée de secours, mais malheureusement ne vont envoyer que 260 000 personnes, alors que Vercingétorix en attendait beaucoup plus. L'armée de secours arrive avec un ratio d'1 contre 4 en faveur des Gaulois contre les Romains. On peut alors se dire que César n'a plus aucune chance. Incroyable mais vrai, les Romains vont gagner et le génie de César va finalement avoir raison des Gaulois. Arrivé devant Alésia et voyant qu'il ne peut attaquer l'oppidum, Jules César fait en effet construire une double enceinte de fortification en terre et en bois pour priver les Gaulois assiégés de toute communication et ravitaillement. Pour protéger d'ailleurs ses légions, il fait construire des pièges et des chausses-trappes contre l'armée de secours qu'a appelée Vercingétorix de l'autre côté pour résister aux attaques. Dans Alésia, les provisions s'épuisent. Fin août, -52, l'armée de secours arrive enfin, commandée par un cousin de Vercingétorix, Vercassivélonos. L'attaque simultanée des Gaulois d'Alésia et de l'armée de secours échoue par 2 fois. Bien que Jules César ne soit pas loin de la défaite, il est sauvé par la cavalerie germanique romaine. Le génie de César a donc payé. Voyant ainsi sa défaite, Vercingétorix n'a pas d'autre choix que de se rendre au général romain et de se livrer en demandant la clémence pour les Gaulois d'Alésia. Il se souvient sans doute d'ailleurs du bain de sang d'Avaricum et veut sauver ses semblables en se livrant lui-même au général romain. Vercingétorix sera donc fait prisonnier. Les autres Gaulois seront réduits en esclavage. Chaque soldat de l'armée romaine reçut un esclave en butin. Notons aussi la révolte et la bataille d'Uxellodunum en -51, qu'on oublie souvent, où les derniers révoltés gaulois, à peu près 2000 hommes, sont défaits. En représailles, César leur coupera les mains. Pour en revenir à Vercingétorix, 6 ans plus tard, en -46, on le retrouve derrière le triomphe de Jules César à Rome, dans le défilé en tant que prisonnier, mais surtout comme trophée. On pense d'ailleurs peut-être qu'il fut emprisonné à Rome au Tullianum depuis -49.
Possiblement aussi est-il mort étranglé après le défilé par ordre de Jules César, ou bien mort des mauvaises conditions de vie lors de sa détention. Nous ne le saurons sans doute jamais. Vercingétorix restera en tout cas un personnage emblématique de l'histoire de la France, un héros qui a incarné la résistance contre l'oppression romaine. Son courage, son leadership et son sacrifice ont inspiré les générations suivantes, et il a été remis sur le devant de la scène, pardonnez-moi l'expression, pendant la Révolution française où on cherchait une figure du passé capable de rassembler les Français, mais sans appartenir au roi de France du passé. N'oublions pas aussi son rôle dans la préservation de l'identité gauloise, les réfractaires gaulois ce sont aussi les Français, et dans la construction de notre identité nationale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire si vous avez un élément à ajouter sur Vercingétorix. Vous pouvez aussi d'ailleurs vous rendre dans la description où j'ai mis des petites vidéos et des liens complémentaires qui seront intéressants. Et si vous le souhaitez, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur l'histoire de notre pays et notamment sur les grandes figures de notre identité culturelle. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!